Eh bien, bonjour à tous. Dernier atelier de l'après-midi, dernière série d'ateliers. On va finir en beauté. On va s'intéresser au parcours d'achat. Donc le parcours d'achat sur le web tel qu'on le connaît d'être un peu chafouiné par l'IA. Donc on va s'intéresser aux changements auxquels on doit se préparer par rapport à ça et pour parler de ce sujet et m'accompagner sur ce sujet où il y a pas mal de prospectives, hein. Il y a des choses où on ne sait pas trop où on met encore trop les pieds, on commence à entrevoir des choses. Donc je suis accompagné de Christopher et Manuel qui vont, je vous laisse vous présenter, c'est le plus simple. Christopher, je t'en prie. Bonjour à tous. Donc moi je suis Christopher Moisan, je suis cofondateur d'une société qui s'appelle Small KI. Et de manière très simple, on aide nous les marques et les équipes marketing à piloter leur visibilité sur les nouveaux moteurs de réponse, que ChatGPT, Perplexity, Google AI Overview. Et donc de manière très simple, on se plug sur le site, on vous délivre une visibilité très claire sur ce qui se passe en ce moment même sur votre site quand on parle d'agent IA visitant votre site, et on vous aide et on aide les marques et leurs agences à essayer d'appréhender ce nouveau marché, ce nouveau canal de distribution qui fait beaucoup de bruit en ce moment, dont on parle énormément, qui en réalité se dompte avec les bons outils, mais qui effectivement repense et change complètement la donne quand on parle de disco, enfin de découverte et de recherche sur Internet. Voilà. Donc tu mesures et tu analyses le trafic en provenance des IA et aussi tout le mouvement qu'il Ouais. peut y avoir sur des La contenus part de web. voix d'une marque, la Exactement. part de voix d'une marque ou de ses produits sur les nouveaux moteurs de réponse, absolument. Donc tu auras des informations utiles, je pense, pour ce sujet. Emmanuel, du coup. Et donc moi je suis Manuel Mirabel, le CIO fondateur de C'est Ouvert, donc système de RESA, RM, CRM, BI dédié au monde du camping, de l'hôtellerie de plein air. Et on travaille sur une douzaine de pays européens. Et donc effectivement, moi j'ai pas un angle aussi technique que Christopher sur les problématiques, on va dire, immédiates, sur des problématiques d'indexation IA. Par contre, je suis sur une réflexion plutôt stratégique sur les évolutions et notamment sur les évolutions des parcours d'achat, qui est le titre, je crois, C'est bon, de l'atelier. ouais, on est au bon endroit. Oui, alors c'est ouvert. Manuel, on se connaît depuis longtemps. Moi, c'est un sujet de la commercialisation que voilà, je suis depuis longtemps. Et je me souviens j'avais appelé la première fois et tu me dis, mais moi, ça, c'est un sujet, tous les jours, j'y pense. Je me dis, mais comment ça va évoluer, comment on doit se positionner. Donc, pour resituer, c'est ouvert. Voilà, c'est un système de réservation pour les campings qui est à la source, en fait, de la question dans le tourisme, hein, de la question de l'achat. Elle est liée à la disponibilité et au prix, hein, directement, et c'est ce qu'on appelle des données chaudes. Et ces données chaudes, aujourd'hui, on n'y accède pas encore facilement sur les IA. Si vous avez fait quelques requêtes, on va avoir des exemples, mais il vous dit, bon, consulte en direct, va sur Booking, ou voilà. Alors, les choses pourraient changer, c'est ce qu'on va voir. Et c'est pour ça que le regard de Manuel là-dessus, il était hyper intéressant aussi, finalement, d'avoir la vision déjà de ce qui se passe un petit peu derrière avec Christopher, qui travaille peut-être plus avec des acteurs pour le coup du e-commerce à date. Je crois que tu es aussi dans l'incubateur euh, Microsoft AI, du coup. Donc il y a une sélection pour être là, donc déjà c'est cool, bravo. Et puis tu connais bien le secteur du tourisme, tu l'as pas dit aussi, mais on se connaît d'avant parce que tu avais été aussi fondateur du logiciel Haddock. Enfin, il s'appelait pas Haddock à l'époque, il s'appelait Easy Loisirs, et Haddock c'est la solution de réservation de la suite Alliance Réseau. Donc tu as vendu cette société au groupe Michelin, Alliance Réseau, tout ça, voilà, il y a quelques années déjà. Donc tu connais aussi bien les problématiques du tourisme pour ça, ça me semblait important de le préciser dans le profil, quoi. Voilà. Donc là, on va parler IA, mais on va parler IA côté usage, en fait, côté client, quoi. À quoi on doit se préparer demain en tant que professionnel du tourisme pour de la commercialisation sur le sujet de l'IA et du parcours client tel qu'on le connaît aujourd'hui, comment il va évoluer. Alors je propose juste déjà de commencer par un point sur l'état des lieux, en fait, sur l'enquête. Alors j'ai présenté quelques chiffres déjà issus de cette étude de ce matin. C'est une étude sur le marché français, hein, donc on a 1000 personnes qui ont été interrogées en février 2025 sur 1000 personnes, c'est représentatif de la population française. C'est là qu'on voit qu'il y a quand même 12% des gens qui disent j'ai jamais entendu parler d'IA. Donc il y en a quand même
Et sinon, on a plus un usage privé que professionnel. Donc, on en a 15% au total qui ont un usage vraiment dans un cadre professionnel. Là, à la limite, ce qui nous intéresse le plus, c'est l'usage privé, parce que c'est des gens qui vont réserver leurs vacances. Et puis, il y en a qui ne l'utilisent pas encore, mais on sait que les taux d'adoption vont très, très vite. Ça, je l'ai montré ce matin, je crois, du coup, pour ceux qui étaient là, je m'en excuse, mais ça me paraissait important de le repréciser. Plus on est jeune, plus on consomme l'IA, plus on est vieux, bon, on la consomme, et on est déjà à 39%, et c'est pas si vieux que ça. Et donc l'adoption des usages, alors moi je suis un peu vieux, mais j'ai connu les chiffres de Guy Rafour. Il y en a peut-être qui ont connu les chiffres de Guy Rafour dans la salle aussi, et on comptait tous les ans le pourcentage d'augmentation entre les gens qui recherchaient sur Internet, puis ceux qui osaient, les courageux, sortir leur carte bleue pour réserver en ligne, quoi. Là, ça va beaucoup plus vite. Voilà. Maintenant, est-ce qu'ils vont sortir leur carte bleue en ligne pour réserver sur des moteurs de réponse, sur des IA, sur du ChatGPT, sur du Perplexity? That is the question, mais à mon avis, les jeux sont déjà un petit peu faits. L'usage majoritaire, c'est la recherche, 48%. Et là aussi, aujourd'hui, on a 1 milliard de requêtes search par jour sur ChatGPT. Donc, c'est 1 pour 90 à date. Donc, ça date, c'est pas très vieux, hein, ça doit maximum avoir un mois, pardon, un mois. C'est voilà, un mois, c'est un lapsus en fait. C'est un peu le temps, c'est un peu le temps de l'IA. Ça va à peu près à cette vitesse-là aujourd'hui. Et je suis tombé sur une autre étude aussi récemment qui montrait que le volume de trafic SEO, donc le trafic naturel sans payer, en provenance de ChatGPT dans le tourisme. C'est-à-dire que le tourisme, c'est le deuxième, selon cette étude, c'est le deuxième ou le troisième secteur le plus impacté. Le premier, c'est le bricolage. Parce que bah voilà, si les gens sont un peu tous comme moi, on est un peu naze et on a besoin de conseils éclairés pour faire du bricolage avant de se lancer. Et franchement, la réponse elle est souvent bien meilleure sur Perplexity que sur Google si on compile les sources. Et le deuxième secteur, je sais plus, et je crois que le troisième c'était le tourisme. Donc 2,6%. Et ça peut aller très très vite par contre. Voilà. Comment? Alors, moi, ce que j'aime à rappeler, c'est que c'est un marché, donc le search dans une application d'IA, donc ChatGPT va chercher Internet, Mistral, Perplexity, peu importe ce que vous utilisez, c'est un marché qui a 3 mois. Donc en fait, on parle d'1 milliard de requêtes par semaine, mais ChatGPT ouvert à tous les utilisateurs, même ceux non logués ou non payants, avec une possibilité d'aller chercher Internet quand on pose une question, ça a été ouvert à tout le monde il y a à peine 3 mois. Donc il faut se rendre compte qu'effectivement le ratio de 1%, donc aujourd'hui le milliard de requêtes par semaine versus 90 milliards pour Google, c'est en 3 mois. Ouais. Donc c'est hyper important de comprendre la temporalité et l'usage de vos utilisateurs derrière. C'est une adoption qui n'est pas rapide, elle est fulgurante. Et ça, il faut en prendre conscience parce que souvent j'entends, mais 2,6, c'est pas énorme, c'est encore Google qui a la main. Évidemment, Google arrive avec Google AI Overview, c'est déjà en Belgique, c'est déjà en Allemagne, au Royaume-Uni, donc ça arrive ici. J'intègre aussi Meta AI, hein, vous l'avez dans WhatsApp, dans Instagram, c'est de la recherche IA, donc dans des réponses. Donc, enfin, pour vous dire que dans le parcours voyageur, je pense que c'est un peu le point là de cette slide-là, c'est que ça va extrêmement vite et les chiffres sont aujourd'hui un peu minimisés, je pense, à volonté, mais la réalité, c'est que autour de vous, si vous posez la question, il n'y a pas une personne qui n'utilise pas à minima un ChatGPT pour poser une question informationnelle, c'est-à-dire s'informer et avec une utilisation web. Ouais, sur les parts de marché là, des outils, justement, je l'ai évoqué, c'est pour qu'on ait aussi un panorama. Alors, ça ne changera pas le sujet, hein, parce que ce soit l'un ou l'autre, la question du parcours d'achat, elle va s'imposer. C'est juste qu'on dira, c'est Gemini au lieu de ChatGPT ou l'inverse. Bon, aujourd'hui, c'est l'un des deux, là, en tout cas, qui est en tête. Donc, Gemini, c'est l'IA de Google, hein, du coup, qui va être, on le rappelle, native dans tous les téléphones Android aussi. Hein. Enfin, elle est déjà native dans tous les téléphones Android, qui est le téléphone de 70% des gens de la salle. Logiquement. Alors, on va pas faire l'étude, mais on doit être dans ces parts de marché à peu près ici. Voilà. Bon, sinon, ChatGPT a remporté le jeu, là, le début de la course, on va dire, mais la course n'est pas finie. Moi, j'étais surpris de voir effectivement les parts de marché de Perplexity. Je pensais que ça serait plus. Bon, 3%, c'est pas grand-chose. Et beaucoup de gratuits, plus que de payants. Ça, c'est tout à fait logique. Mais des utilisations vraiment croissantes. Donc après, le parcours d'achat tel qu'on le connaît actuellement, j'ai ressorti mon vieux schéma. Voilà, Nadine, elle le connaît, elle le reconnaît. Ça fait 15 ans que je le traîne. Je l'ai poncé, le schéma. Voilà, c'est mon parcours d'achat avec la phase classique de déclenchement, recherche, comparaison, décision, évaluation. Le déclenchement est très réseaux sociaux, très images, très RP, très voilà, émissions de télé, affichage, bouche à oreille évidemment, beaucoup. Et par contre, recherche, comparaison, c'est Google, c'est le domaine de Google. Voilà. Mais le domaine archi maîtrisé de Google.
avec des opérateurs qui ont sorti, des distributeurs qui ont sorti. Voilà, vous connaissez tout ça évidemment, quoi. Demain avec l'IA, les phases les plus impactées vont être, à mon avis, au début en tout cas, la recherche, la comparaison. On a ChatGPT qui est déjà très présent, on a Google avec l'IA Overview, on a Gemini, on a l'IA Mode, donc je vais vous parler qu'on n'a pas encore, il y a des choses qu'on n'a pas encore. Overview et IA Mode, en France, on n'est pas gâtés, voilà, ils vont nous le montrer après. Meta, dans Instagram, effectivement, où dans la messagerie, par défaut, on peut aller discuter et lui poser des questions sur durant ses jours, par exemple, sur les meilleurs restos, etc. Il va faire une recherche croisée entre une IA Meta et des comptes référents qui va vous pousser. Perplexity aussi, qui a été un des précurseurs de ce qu'on appelle aujourd'hui des moteurs de réponse. Ils sont tous moteurs de réponse. Ils considèrent qu'ils donnent des réponses à des requêtes et non pas des liens. Et Mindtrip ou Wonderplank, je vous inviterai peut-être à regarder. Je peux vous dévoiler que Mindtrip, il sera dans le best-of des sites web demain parce que j'avais envie quand même de vous le montrer. C'est un site qui génère de l'itinéraire avec de la RESA. C'est extrêmement bien fait. Tout est à base d'IA. Ils ont une grosse base de connaissances. Ils ont des deals avec Booking, ils ont des deals avec Viator. Et eux, sur l'itinérance, ils amènent un truc là aujourd'hui qui est assez dingue, mais par contre, ils n'ont pas de notoriété, ils n'ont pas peu de trafic. Par contre, ils ont un super bon produit. Comment ils vont se placer dans l'écosystème? Franchement, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est mouvant, quoi. Voilà. Tu voulais rajouter peut-être un élément Ouais, je rajouterais bien juste dans le volet comparaison, il y a avis client. Ce volet avis client, moi, souvent, quand je fais ce même schéma, je le mets comme une dernière étape et surtout pour focaliser sur une étape qu'on appelle la réassurance. C'est-à-dire, on va voir un site tiers pour se dire que on n'est plus dans un questionnement positif, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai envie de faire. On est dans une interrogation en se disant est-ce que je ne suis pas en train de faire une bêtise ou un mauvais choix pour moi, pour ma famille, etc. Or, les moteurs de recommandation, globalement, sont initialement des moteurs qui donnent de la réassurance. Donc en fait, tout ce schéma-là tombe un peu à l'eau. En fait. Et c'est là la base du questionnement qui nous réunit, en disant tous ces sites ont des rôles à peu près clairs aux yeux du consommateur que nous sommes tous, et on les interroge les uns derrière les autres dans ce sens qu'on a appris au bout de 20 ou 25 ans d'Internet, et que c'est totalement remis en cause aujourd'hui, notamment à cause de ça, parce qu'ils sont crédibles et qu'on les croit. Ils font le travail de je recherche, je trie et je te restitue de façon structurée précisément ce que tu m'as demandé. Et plus tu as été précis, plus je vais être précis, et donc du coup, plus ça devient crédible. Et potentiellement, ils peuvent prendre en compte, d'ailleurs, ils prennent en compte les avis clients aussi dans leur réponse. Alors, on peut voir un exemple, j'ai pris un exemple j'ai pris un exemple camping, forcément, tu étais là, Manuel, donc je me suis dit, je prends un exemple camping, j'ai pris un exemple volontaire avec de la donnée chaude à la fin. Donc, quels sont les meilleurs campings 4 étoiles? Je sais que j'ai pris des risques en fait. Quels sont les meilleurs campings 4 étoiles du Var qui permettent d'accéder à la plage à pied et qui ont encore des disponibilités du 29 mai au 1er juin 2025? Voilà, c'est ça ma requête. Et la réponse de ChatGPT, elle est OK jusqu'à qui ont encore des disponibilités jusqu'au 29 mai et 1er juin. Ça, c'était fait il y a quelques jours. Voilà, ça fonctionne. Donc, il m'a structuré et il m'a donné ma liste de 1 à 5. J'en ai pas demandé 5 d'ailleurs. C'est lui qui a décidé de m'en donner 5. J'aurais pu continuer et lui demander de m'en donner plus. Et il me dit après, effectivement, pour connaître la disponibilité exacte du 29 mai au 1er juin, je vous recommande consulter en direct. Donc ça, en premier, c'est consulter en direct. Ça devrait faire plaisir. Et ensuite, utiliser les les plateformes de réservation type campings.com ou Camping Direct, qui est un des sites de la galaxie C'est ouvert. Donc on a été content de le voir là. Et il n'a pas parlé de Booking. C'est preuve qu'on est quand même sur un écosystème aussi, l'hôtellerie de plein air, qui est un petit peu à part du reste. Je pense qu'on y reviendra aussi sur le sujet. Et les réponses sont fausses. Alors, j'ai mis accessible à pied. Est-ce que c'est vraiment... Non, c'est loin. Comme quoi, faut vérifier. Il faut lui dire. Faut être bon marcheur, c'est-à-dire loin. On est en kilomètres? Ah oui, ok, donc c'est faux. On l'a fait sur plusieurs. Moi, j'ai pas vérifié, j'avoue. Je l'ai pris comme ça. Et ce que ferait n'importe qui, c'est que il ferait confiance et il se dirait là c'est faux. Et donc plus il va avoir des résultats aussi, ou s'il est un peu erroné, moins la confiance dans l'outil va être forte.
Il y a d'autres erreurs tant que vous êtes, tant qu'on est dessus, du coup, ou pas? Le reste, ça va. Ok. Mais c'est 2 informations intéressantes. Si c'est faux, ça veut dire qu'ils vont rapidement corriger. Donc, mais ça nous laisse 5 minutes de plus pour être prêt. Déjà, c'est pas une mauvaise nouvelle. Ou alors ils sont présomptueux sur leur proximité avec la plage aussi, dans leur contenu, ce qui est une possibilité. Voilà. Mais rien n'empêche d'avoir une géolocalisation, etc. Donc après, c'est ChatGPT. Voilà. Et Gemini est plus précis quand même déjà. Ah, sur ce type de données-là, y compris sur la dispo. Alors on va le voir, parce que je l'ai mis une recherche. Donc là, on a une. Oui, vas-y, je t'en prie. Non, mais je veux juste intervenir là-dessus, c'est qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que sur l'année qui vient de passer et les 3 derniers mois d'accélération, le positionnement d'OpenAI et de ChatGPT sont sur les requêtes informationnelles. Donc, pour l'instant, je dirais la verticale des équipes techniques d'OpenAI, et derrière c'est du Bing, hein, on va d'abord être les rois, les leaders de la requête d'information. Et en fait là, quand on tombe dans des requêtes qu'on considère nous comme des requêtes produits, que ce soit de l'e-commerce, du retail ou que ce soit évidemment du travel, quasi transactionnel, on est sur du quasi transactionnel, c'est-à-dire qu'on va rechercher des produits. Ça vient de démarrer, ça a 2 semaines. Donc en fait, c'est OpenAI Shopping, je ne sais pas si vous l'avez vu passer. Mais en fait, la partie traitement des données, donc OpenAI Shopping, typiquement, prend les données d'un Google Shopping, donc ce qu'on appelle les données structurées. Donc ça va rapidement arriver, mais ça ne m'étonne pas qu'on ait ce type d'erreur. Par contre, ce qui moi me frappe, tu vois, et ça il faut le comprendre. Je fais aussi un atelier sur la partie SEO versus GEO, donc la partie SEO des moteurs de réponse demain. Ce qu'il faut regarder et ce qui est hyper important, c'est comment ces sites arrivent. C'est en fait cette requête-là que Mathieu a tapée, c'est une super longue requête. Et elle n'est pas anodine, c'est en fait la majorité des requêtes que tapent vos utilisateurs dans un moteur de réponse, un moteur de recherche IA, ce qu'on appelle des requêtes sémantiques. C'est-à-dire qu'on est passé d'un monde où on tapait des mots-clés à un monde où en fait on tape des phrases, des besoins, on exprime des intentions. Et tout l'intérêt de l'IA, on verra de ce qui se passe derrière, c'est que l'IA comprend cette intention. Elle comprend la partie intentionnelle d'une recherche utilisateur, et c'est cette intention qu'elle va confronter à vos résultats web. Autrement dit, si vous avez travaillé depuis 10 ans vos blogs sur du SEO avec des mots-clés pour les répéter et vous référencer, le chiffre est très clair aujourd'hui. Il y a 15% d'overlap, c'est-à-dire qu'en gros, vous avez 15% de chances de sortir. Pourquoi? Parce que les moteurs de recherche IA cherchent de vos contenus des phrases, des histoires. Ils cherchent de la sémantique. Et donc, la majorité des fiches produits que vous voyez sur les campings sont des fiches produits descriptives, avec des attributs, des paramètres. Et donc, en aucun cas, dans une fiche produit, vous racontez l'histoire du camping, la proximité. Donc, tous ces enjeux-là, il faut les comprendre, c'est que les phrases se rallongent, les besoins, les expressions se rallongent, et vos contenus en face doivent forcément être des contenus qui se rapprochent le plus possible des phrases et des questions et des intentions quand vous écrivez un article, on le verra plus tard. Mais voilà, c'est les 2 sujets qu'il faut comprendre, qui changent drastiquement la manière de rechercher en ligne aujourd'hui. C'est la manière dont on exprime son besoin, et donc forcément les résultats. Et derrière, les remontées d'informations, on est beaucoup sur l'informationnel et on arrive tranquillement sur le transactionnel. Ouais, moi, j'ai parlé de recherche conversationnelle. C'était un peu cette idée, effectivement, où la recherche est plus longue. Est-ce qu'elle se fera aussi sans Google? C'est un peu la question, parce qu'aujourd'hui, c'est lui qui a le monopole de la recherche et qui l'a toujours en France. Pour information, Google a perdu 5 points de part de marché sur le desktop en 1 an en France. C'était jamais arrivé. Donc ils sont en train de se dire qu'il faut qu'ils bougent, parce que là, quand on fait la même requête, vous voyez pas, c'est petit. Si vous voyez peut-être, pour ceux qui ont des bons yeux, vous voyez peut-être. On a exactement la même requête sur Google, et on a un résultat en position 0 qui vient de campings.com ou Campings France, je sais plus. Camping France, ouais. Les PA, donc les autres questions associées. Bref, on a des liens, c'est-à-dire que si je veux les meilleurs campings du Var avec une proximité mer, il faut que je me démerde, il faut que j'ouvre des pages, il faut que je fasse peut-être marcher des filtres avec la proximité mer si c'est accessible facilement. Sinon, il faut que je lise des descriptifs. Enfin, c'est pas du tout le même travail. Même s'il y a effectivement une erreur dans le cas d'avant, on a quand même simplifié la tâche. Et quand on simplifie la tâche et qu'on apporte de la valeur, généralement, ce qui se passe chez l'utilisateur, c'est qu'il move vite sur le service, qui lui coûte pas plus cher et qui lui apporte du temps, de la valeur, etc. Donc, on peut s'attendre à ça. Et je pense que chez Google, ils en sont absolument parfaitement conscients. C'est pour ça qu'ils se bougent aussi, eux, de leur côté, et qu'on a aussi aujourd'hui ce qu'on appelle les IA Overview. Donc, l'IA Overview, c'est ça, je vais zoomer un petit peu dessus.
Vous me dites si c'est pas assez zoomé, je peux encore zoomer plus. Mais l'IA Overview sur la même requête, alors la requête que j'ai été obligé de faire en anglais avec un VPN pour me connecter aux États-Unis pour le voir, j'aurais pu me connecter dans d'autres pays d'Europe, mais non, c'est vrai, j'aurais dû le faire en Belgique. Comme ça, on aurait eu des résultats en français. En fait, il apporte une couche dans Google, à la place de la position 0, à la place de la première, il apporte une couche de moteur de réponse en fait un petit peu à la Perplexity, c'est-à-dire qu'il va mixer les sources et c'est intéressant sur ce type de requête-là. Souvent, il va pointer aussi sur les fiches Google établissement. Là, c'est pas le cas dans cette cas de figure-là, mais la plupart du temps, il s'appuie aussi sur les fiches Google établissement, sur ses propres services. Et là, l'erreur sur la proximité avec la plage, elle est plus possible parce que Google fiche établissement c'est géolocalisé. Quand on fait ça sur de l'hôtellerie, il a les disponibilités de Google Hotel Ads, donc il est hyper armé aussi, donc il est assez bon là-dessus. Et je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais il y a un petit IA mode en haut là. Du coup, je fasse un truc. Je zoome comme ça. Vous le voyez là. En fait, il est en haut à gauche, mais surtout, il est maintenant. Vous avez ce bouton, vous savez, vous avez 2 boutons sous la barre de recherche qui sont quasiment invisibles, dont un bouton qui s'appelle J'ai de la chance. Où je me sens chanceux. Je ne sais pas s'il a déjà vu ce bouton. Oui. Il est quasiment invisible, mais il est bien là, hein, sous la barre de recherche. Et en fait, ce bouton vient de disparaître, ce qui est historique. Hein. Enfin, je veux dire, c'est pour les puristes, c'était un bouton un peu sympa. C'est vieux, ça fait longtemps. Et ce bouton vient de disparaître et c'est maintenant un bouton AI mode. Donc, au-delà d'être effectivement dans la partie tabulaire en haut à gauche, il est maintenant vraiment en dessous de la barre de recherche principale, ce qu'on ne voit pas là, mais ce qui vient d'être mis en place. Mais merci pour cette info, j'étais pas au courant. Et du coup, l'IA mode, on va le tester sur la même recherche. Donc, quels sont which are the best 4-star campsite in the Var with walking access to the beach, still have availability. Et je me souviens plus des dates que j'avais données, mais c'était les mêmes dates. Voilà. Voilà ce qui se passe. J'étais un petit peu vite. En gros, il me dit que pour les disponibilités, il n'est pas beaucoup mieux qu'avant. Il me conseille quand même d'aller voir le site des campings. J'ai mes 12 sites web qui ont été analysés. En gros, il m'a fait du Perplexity, il m'a fait du ChatGPT, il m'a fait exactement la même chose qu'on a vu. Hein. Il m'a fait un moteur de réponse en me précisant quand même que, effectivement, j'ai peut-être zoomé encore une fois parce que ce sera plus facile pour moi aussi, que la liste définitive en fonction des disponibilités, elle peut pas être fournie parce que il peut pas checker en fait les dispos et que du coup il me suggère d'aller regarder en direct sur le site des campings. Voilà. Et par contre après il me fait cette sélection. Alors faudrait qu'on mette à comment dire au crible la sélection des campings pour voir s'il n'y a pas d'erreur. On fera ça juste après. J'ai relancé la vidéo, j'ai pas fait exprès. Mais en fait, il nous fait du Perplexity. Et ça, c'est Google et ce sera pour tous les utilisateurs très très prochainement. Hein. Voilà, tout simplement. Donc oui, ça va changer. Bon, on vérifiera plus tard. Mais ça va changer sans doute pas mal de choses dans le search. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'ateliers aussi qui vont parler de GIO. Alors, je pense que c'est le terme. Et GSO, nous on n'est pas encore entendu sur le terme. On est d'accord, GIO, on s'entend là-dessus. C'est l'optimisation des contenus qui remontent dans les IA génératives. Là, ce que vous voyez à l'écran, c'est le principe de fonctionnement d'un Perplexity, d'un ChatGPT comme on l'a vu quand il fait de la recherche tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il fait une technique de RAG qui va chercher les meilleures sources, qui les analyse, qui les structure et qui les restitue à l'utilisateur qui lui-même accède aux sources. Soit il en a besoin, soit il n'en a pas besoin. Donc en fait, quand on est dans les sources, et l'enjeu du GIO, c'est d'être dans les sources, quand on est dans les sources, d'une part, on peut espérer du trafic, parce que du coup, on est sourcé et donc on peut avoir avec un clic supplémentaire du trafic qui arrive sur notre site. Mais je ne sais pas si c'est le plus important, c'est important, parce que plus ils vont prendre il va y avoir des baisses de trafic, parce que la plupart du temps, on ne clique pas sur les sources, ou on va cliquer peut-être sur une, parce qu'on nous a bien dégrossi le travail, et il n'y aura plus de clics où je vais voir parce que je pense que c'est bon, puis en fait c'est pas bon, puis en fait je pensais que c'était pas bon, mais j'ai été voir quand même, puis en fait c'est bon. Enfin, il n'y a plus tout ça. Par contre, on va influencer aussi la synthèse et le résultat. Et ça, c'est important aussi. Donc voilà, ça pose un nouveau cadre. Peut-être que, alors, je te laisse peut-être commenter parce que j'ai demandé à Christopher qu'à lui de la donnée. En fait, il mesure et il analyse le trafic en provenance des IA.
D'ailleurs, on a eu des conversations qui étaient assez intéressantes, parce que de dire des sites comme Wikipédia, on parlait de Wikipédia, tu me disais Wikipédia, ils ont 30% de trafic IA, mais c'est pas du trafic qui vient qui est du moteur de réponse, où Wikipédia est sourcé et on peut cliquer pour aller sur la source Wikipédia. Ils viennent pomper le contenu de Wikipédia pour entraîner les modèles. Donc c'était, enfin voilà, je vais pas te spoiler, excuse-moi. Non, mais en fait, c'est un des messages que je fais passer, c'est que les agents IA, ça fait maintenant 2 ans qu'ils passent sur vos sites quasiment quotidiennement. Et donc, quand on parle d'un agent IA, effectivement, le schéma est important. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous posez une question dans le chat GPT, pour ne prendre que lui, mais ils fonctionnent tous pareil, ce qui se passe en réalité, c'est que OpenAI, donc ChatGPT, envoie des agents IA, des crawlers, sur vos sites internet. C'est pas comme Google. Google, il va envoyer de temps en temps votre Googlebot ou votre Bingbot. Je suis obligé d'être un peu corporate. Et donc, du coup, ils vont venir, et s'ils voient du contenu modifié, ils viennent réindexer. Je peux vous donner un tips très rapide. OpenAI étant sur Bing, si vous n'avez pas fait une indexation sur Bing ou vous ne la faites pas régulièrement via un Indexna, par exemple, il y a très peu de chances déjà que votre contenu soit bien référencé dans le ChatGPT, par exemple. Et ce qui se passe, c'est qu'un donc un agent IA est envoyé sur votre site à la volée, hein, pas en index. Donc, c'est pas en cache, c'est pas indexé, l'information n'est pas gardée en mémoire. C'est systématiquement, si un utilisateur pose une question dans le chat GPT, les agents IA sont envoyés pour chercher le meilleur site ayant encore une fois cette fameuse sémantique la plus proche et cette information la plus proche par rapport à la question de votre utilisateur. Donc, ce qui se passe, c'est 2 choses. La première chose, c'est qu'il y a des agents IA qui passent sur votre site tous les jours pour prendre votre contenu et entraîner leur modèle. Ça, vous connaissez, et beaucoup ont dit, bon, bah, ça suffit, je vais arrêter, je vais mettre des robots stop, je vais arrêter qu'on prenne mon contenu sans mon autorisation. Maintenant, ce qui se passe, c'est que vous avez des agents IA qui sont spécifiques, envoyés par ChatGPT, et qui viennent chercher de l'information pour répondre à une requête utilisateur. Donc, en fait, ces agents IA, ce que je dis, sont les nouveaux visiteurs de vos sites web. Ils représentent des requêtes utilisateurs. Ce ne sont pas des agents IA qui ne prennent votre contenu pour entraîner des modèles, ce sont des agents IA spécifiquement venus sur votre site pour répondre à une question d'un utilisateur. Nous, aujourd'hui, on sait faire cette différence entre un agent IA ChatGPT qui vient prendre votre contenu et un agent IA ChatGPT, et on vous dit dans un tableau, bah, regardez, telle page a été très consultée par un utilisateur, enfin par un ChatGPT, et qui répondait à des requêtes utilisateurs. Et donc, vous commencez comme ça, de manière très simple, à voir ce qui intéresse sur votre site internet, ce qui intéresse les utilisateurs d'un ChatGPT, d'un Perplexity, d'un Google AI Overview. Ça se passe, c'est aujourd'hui. C'est déjà 15-20% des trafics que nous, on monitore. Ça va même beaucoup plus. On a des sites qui sont à 40-50% de trafic IA. Ça dépend des requêtes, ça dépend de vos pages. On pourrait y revenir plus tard. Et en fait, c'est un sujet, c'est un enjeu majeur. Google Analytics ne voit pas ça. Google Analytics, il voit qu'une seule chose aujourd'hui. Il voit les utilisateurs qui atterrissent sur votre site parce qu'ils viennent d'un ChatGPT. Pourquoi? Parce que ChatGPT arrive dans le transactionnel et ChatGPT a commencé à mettre un UTM dans son URL en disant « Ah, au fait, ça vient de chez moi », parce qu'ils arrivent tranquillement sur l'affiliation et donc ils veulent vous faire comprendre que ça vient de chez eux. En gros, Google Analytics voit le trafic Exactement. IA qui amène à où il y a un utilisateur humain derrière. Ils Donc, voient les moteurs de réponse, voilà. en fait. Nous, on le traque effectivement, ce qu'on appelle des référents. On le traque également. En fait, le sujet, c'est de dire, aujourd'hui, quand on vous dit, on voit dans Google Analytics un chat GPT, en fait, ce que vous voyez, c'est un utilisateur qui a cliqué sur un des liens sources et qui est venu sur votre site. Il a énormément de valeur, cet utilisateur, parce qu'il a eu sa réponse, il a été nourri à sa réponse, il trouve votre contenu tellement intéressant qu'il va cliquer et arriver sur votre site. Mais ce qui se passe avant, c'est-à-dire, est-ce que les agents IA qui représentent des requêtes utilisateurs sont venus voir mon contenu? Ça, c'est un trafic qui est complètement invisible pour Google aujourd'hui, parce que les agents IA globalement, n'exécutent pas le JavaScript, c'est ce qu'on met ici. Et comme 90% des sites depuis 10 ans sont construits en JavaScript parce qu'il doit être joli et construit pour les humains, ce trafic est invisible aujourd'hui pour vous. Or, il existe, il est là, il passe quotidiennement et c'est 15-20% de vos serveurs load. Donc, c'est hyper important de comprendre ça. Et c'est pas un sujet, ce qu'on disait avec Mathieu, une prospective ou quelque chose qui va arriver. Non, ça fait déjà 2 ans en fait qu'il y a et ça, évidemment, ça s'accélère. Nous, on le voit très très fortement puisque maintenant tout le monde l'utilise et que c'est gratuit. Donc, mais c'est important de comprendre ces enjeux-là. C'est que les agents IA sont vraiment les nouveaux visiteurs du web et ça remplace les humains. Ce que je dis dans les ateliers, c'est que on a tranquillement externalisé notre recherche web et c'est comme ça que fonctionne aujourd'hui un moteur de réponse. Il envoie à toutes les requêtes, il envoie des agents visiter les pages et faire un condensé de votre contenu, faire une réponse et la mettre dans la réponse de l'utilisateur. Donc, c'est hyper important de comprendre que ce ne sont plus des robots,
ce sont des visiteurs qui représentent des humains, et donc ça a une valeur transactionnelle, informationnelle, de marque pour vous. Et Voilà. Christopher, du coup, si on résume un petit peu, parce qu'on reste un peu sur cette slide-là, parce que c'est le fonctionnement du GIO quand même, c'est important. Donc là, si je prends ces chiffres-là, j'ai vu on avait discuté avec Arnaud qui était sur les ateliers experts SEO ce matin avec Nicolas Nguyen. Je crois que lui, dans son panel, il avait des chiffres qui nous disaient on a à peu près 5% des pages d'un site qui génère du contenu, 5% des pages qui génèrent du contenu avec l'IA, enfin qui sont consultées plutôt par des IA. C'est la démarche inverse. On regarde les pages consultées du site. Là, donc on a 20%, 15-20% de trafic IA au sens large. Peut-être que dedans, il y en a 5% où c'est vraiment des humains, si on prend cet exemple-là. Si admettons les 5%, c'est hypothétique, ça peut être un cas, dans un autre cas, ça peut être un autre pourcentage. Donc 5% de trafic où c'est du ChatGPT derrière, c'est du Perplexity, c'est du Google IA Overview ou IA Mode pour ceux qui ont la chance de l'avoir. C'est quoi les taux de conversion? Parce que toi, tu dois l'observer. Parce que là, en fait, ça a été déjà ultra shapé, quoi. C'est-à-dire, ils ont fait un prompt très précis. Des fois, c'est un bout de conversation. Ils arrivent et là, c'est la source, quoi. C'est pas ma SERP, ma page de résultats classique où je suis pas allé au hasard sur les liens, mais j'ai pas cliqué au hasard sur un lien bleu. C'est un choix volontaire. On sait qu'ils sont plus hauts que sur n'importe quel autre. Sur du AdWords largement, sur du référencement naturel aussi. Est-ce que tu as des oui, nous, comme on mesure, en fait, en gros, ce qu'on mesure, c'est un utilisateur pose une question dans ChatGPT. ChatGPT envoie une batterie d'agents visiter des sites internet pour répondre au mieux à la question de l'utilisateur. Et donc, on vient traquer déjà, encore une fois, ce chemin-là. Et on est capable de traquer le chemin inverse, c'est-à-dire l'utilisateur a trouvé ça tellement intéressant quand la réponse est arrivée qu'il a cliqué sur votre lien pour arriver sur votre site. Et en comparant les deux, on calcule un CTR. Et donc aujourd'hui, les CTR, c'est-à-dire un utilisateur a posé une question, a eu sa réponse, a lu sa réponse. Souvent on dit c'est un zéro-click search, il ne va pas sur les sources. C'est la majorité des cas. Et quand il clique sur la source, c'est que le contenu était vraiment très intéressant. Qu'il veut en savoir et donc plus, il arrive sur votre contenu. Ou que le sujet est complexe. Dans l'hôtellerie de plein air, par exemple, on aurait besoin quand même d'aller au bout. Exactement. Il veut comparer, il veut voir, notamment dans le transactionnel, ou de toute manière, et dans l'e-commerce, on a des CTR. Mais on a des taux de conversion qui sont monstrueux. On est à 15-20%. Parce qu'en réalité, en fait, le funnel de recherche est complètement différent d'un ads ou d'un search classique, parce que on lui a servi une réponse. Donc, il a déjà la réponse à sa question. Il la cherche pas. Il a déjà une réponse. Et il se dit, bah, OK, maintenant, dans cette réponse, comme disait Manuel, je considère que celui qui a le plus d'autorité, en fait, c'est ce lien-là, et je clique dessus. Et si c'est vous, il y a de très, très fortes chances, en moyenne un client sur 5 qui achète votre produit, qui réserve. Il sera pas challengé, en fait. Ce que tu disais avec tes avis tout à l'heure. Il y a un crédit de confiance, le résultat sera pas challengé, et donc du coup ça va convertir à 15-20%, c'est énorme. Et ça va monter, ça va grimper, notamment dans le transactionnel, parce que là encore une fois, faut reprendre le contexte de ce qui se passe sur le marché. Ça fait 1 an et donc 4 mois maintenant d'accélération, mais 4 mois qu'on est sur de l'information. Donc l'information amène très peu vers de la conversion. J'ai mon information, j'ai ma réponse, et donc c'est pour ça que c'est un problème énorme pour les publishers aujourd'hui et les médias, parce que ils sont en panique totale sur le zéro-click search. C'est très problématique pour l'industrie. Par contre, sur le transactionnel, il y a de très fortes chances que ce CTR explose au-delà, pour moi, des 15%. Parce que le transactionnel, si tu as la réponse à ta question, que c'est bien fait, qu'on a les bons paramètres, la bonne disponibilité, etc., il y a toutes les chances que je réserve, que je clique pour aller réserver, pour acheter. Et donc ça, c'est hyper important de le comprendre, parce que quand on conceptualise agent IA, on pense robot, on pense bot, on pense machine. Pour moi, je le conceptualise différemment. C'est vraiment aujourd'hui un humain, sauf qu'il a externalisé sa recherche. Voilà. Je suis pas sûr que le taux monte beaucoup plus que ça, parce que si la largeur des requêtes va aussi nettement s'améliorer. Et de fait, le taux de conversion, le nombre de requêtes, l'usage, le multi-requêtes font que 15-20%, c'est de toute manière déjà monumental. Parce qu'il faut le comparer à un taux de concrétisation sur une recherche Google qui est en tourisme aux alentours de 1%. Google annonce des chiffres largement supérieurs sur ses publications commerciales. 1%, je pense que je suis déjà assez sympa. Voilà. Donc 20 fois plus, c'est monumental, mais ça pose d'autres questions. Je ne sais pas si on en parle déjà tout de suite, ou je te laisse dérouler un peu. Bah, je sais pas, on peut. Moi, juste une précision aussi, ça peut peut-être encore. Alors, on est dans la prédiction, on ne sait pas.
il mémorise de plus en plus aussi. Si on a l'habitude de son chat GPT avec son compte, là, il mémorise aussi les conversations. C'est-à-dire sa capacité à être aussi hyper précis et à vous apporter je lui demande une sélection de camping, mais à la force, il me connaît. C'est-à-dire qu'il va me donner une sélection aussi très, très précise. Donc, de toute façon, 15-20%, je suis d'accord, c'est déjà monstrueux en taux de conversion. Donc, je sais pas si, mais peut-être qu'il y a encore avec la personnalisation, des trucs à gratter. C'est ton dernier point, en fait, hein, c'est les agents possèdent désormais une mémoire et vont être encore meilleurs dans la réponse parce qu'ils mémorisent aussi les discussions, ce qui est finalement assez nouveau, en fait. Ouais. Les recherches de vacances, c'est quand même toujours un processus. Donc, surtout les vacances d'été, moins une nuit d'hôtel, version business, quand on est en famille. La petite précision que je voulais rajouter, c'est que il y a un changement de paradigme dans les modèles économiques. À savoir qu'aujourd'hui, Google envoie une réponse peu précise, puisque son taux de conversion, c'est 1%, et qu'il n'est pas mécontent que ces réponses soient peu précises, puisqu'il les vend au clic, les liens. C'est pas faux. Il veut donner la meilleure réponse possible, mais pas trop, puisque s'il peut avoir 4-5 clics à 30, 40 ou 50 centimes, c'est comme ça qu'il vit. Ou à 1 euro ou plus, selon les business. Après, là, il commence à être poussé un petit peu dans les coins et il est obligé de bouger un petit peu, notre ami Google, je pense. Ouais, et ce qui m'interroge, c'est le fait que quand on va avoir, sur un moteur de réponse, on a donc, on va dire, une réponse, pour caricaturer, quelquefois il y en a plusieurs. Du coup, on a la possibilité de vendre un clic de sortie, ou éventuellement même se dire que, puisque on a la vérité vraie, est-ce qu'on peut pousser le raisonnement pour dire, mais est-ce que ces moteurs de recherche ne vont pas aller jusqu'à vouloir faire la transaction, de devenir des OTA? Donc en fait, le changement, il est là, c'est-à-dire puisqu'ils intègrent la dispo, la recommandation, la réassurance, toute l'information, l'inspiration, et j'ai oublié tous les autres éléments, mais oui, mais globalement, ils peuvent aussi pourraient se poser la demander. question, je vais prendre 15-20% aussi, moi, sur le dos du camping ou de l'hôtelier. Un Google a déjà un moyen de paiement. Donc en fait, et puis par ailleurs, l'écosystème du tourisme, c'est de dire, je fabrique du contenu, je le donne, et tu me renvoies du clic que par ailleurs, j'achète. Et je fais mon business. C'est ça le paradigme actuel. On est en train de dire que tout se passe là-haut et qu'il laisse passer peu de gens, si ce n'est pour une raison. Donc, quand je dis que en intro, j'ai dit que moi je m'interrogeais, c'est où va aller la barrière, sachant que ces gens-là dépensent beaucoup, beaucoup d'argent pour possiblement casser la gueule à Google et pour prendre le gâteau de Google. Donc, ils vont pas vendre un clic à 30 centimes pour rembourser tout ça, quoi. Voilà. Ça risque d'être un autre modèle. Tu disais, est-ce qu'ils vont pas devenir des OTA? Je vous ai mis, on terminera un peu sur ces éléments-là et puis on ouvrira la discussion, mais les dernières actus sur le sujet. Donc, il y a ChatGPT Shopping, qui est juste pour le e-commerce pour l'instant. Enfin, on s'interroge, quand ça va basculer sur le tourisme, ça peut être différent. Et Perplexity, qui a un partenariat, qui avait déjà un partenariat avec TripAdvisor, mais qui a un partenariat avec Selfbook, qui est c'est un peu complexe. Selfbook, c'est un système de résa, c'est un gros CRS aussi, mais qui vend, enfin qui a aussi une interface vendeur. Bon, c'est un OTA qui est aussi un système de résa, pour faire simple. Et là, quand je vais Best Hotel, alors je suis obligé de prendre des requêtes, c'est aux États-Unis, on n'a pas les choses ici, mais Best Hawaii Resort for Family pour le Spring Break, après le Spring Break, j'ai carrément là, si vous êtes habitué à Perplexity, cet onglet-là, hôtel, on l'a jamais en fait en temps normal. Donc là, j'ai la réponse. Il me fait une sélection de réponses, mais il me fait aussi une sélection d'hôtels. Et quand je rentre dans la sélection d'hôtels, j'ai un carrousel. Tout provient de, là pour le coup, Selfbook. Mais demain, ils sont carrément en possibilité de mettre plusieurs sources. Ça peut venir de Booking, ça peut venir d'Expedia, etc. Tout va être harmonisé au niveau de la forme. La fiche produit, elle est canon. Enfin, ils font du très très bon. Enfin, en UX, c'est très chouette ce qu'ils font, Selfbook. Je les ai découverts à ce moment-là. D'ailleurs, je les connaissais pas avant. Je fais putain, c'est vraiment vraiment bien. Bref, parenthèse. Mais du coup, j'ai une fiche produit classique. Je ne bouge pas là. Je suis sur Perplexity et je vais jusqu'au bout. Je vais jusqu'au checkout final. La confirmation de vente se fait sur Perplexity. Voilà, ça je l'ai pas inventé, ça existe, c'est vraiment le cas. Et donc Perplexity, c'est 3% de part de marché, ce qu'on a vu tout à l'heure en France. Donc bon, on va dire, pour l'instant, on se détend. Ouais, sauf que c'était le premier, c'était le précurseur, le vrai moteur de réponse qui a finalement influencé les autres. C'était Perplexity. ChatGPT, grosse part de marché. ChatGPT Shopping,
Voilà, ils nous proposent des carousels qui proviennent de différentes sources. Les images, les prix, les avis, tout ça est bien sourcé avec des flux de données par contre qui sont propres des marchands. C'est pas son truc habituel de raisonnement comme il fait sur l'information par exemple. Là, il y a des vrais flux de données propres et ça fonctionne déjà avec. Là, il y a souvent le lien. On bascule sur le marchand pour faire la transaction. Le lien est tracé. Et évidemment, je pense pas que ce soit gratuit. J'en sais rien, mais j'ai pas creusé la question. Ça, tu sais peut-être du coup. Oui, non. C'est gratuit. Pour l'instant, c'est l'instant, gratuit. tout est gratuit. Voilà, donc c'est vous êtes normal. le produit. À la Google. C'est gratuit. Là, si je peux compléter la fiche, en fait, on a un peu plus de données. C'est sorti il y a 3 semaines. On a un peu plus de données de comment ça fonctionne et ce qu'il prend. Sur la partie avis, typiquement, enfin, sur la partie sémantique, toujours pareil, j'insiste là-dessus parce que c'est important. La classification, elle ne se fait pas à la Google. Si vous pouvez comparer un Google Shopping à un OpenAI Shopping, c'est pas la même chose. En fait, pour classifier les produits, OpenAI va chercher la fiche produit sur le vendeur. Il va chercher les avis sur différentes plateformes sur ce produit-là. Il vient à la fin, en fait, vraiment prendre toutes ces informations, les mettre ensemble et se dire, OK, ce produit-là, sur toutes les plateformes sociales, Google, Search, a des très bons avis. Donc, il analyse la sémantique des avis, les phrases les commentaires de vos utilisateurs dans les avis. Il prend la fiche produit, il analyse la requête de l'utilisateur et c'est comme ça qu'il vient faire son ranking. Donc, c'est pas un flux de données à la Google Shopping où finalement on va arriver sur du paid et puis en fait je suis premier ou sponsorisé sur un feed de données shopping. Là, on arrive où en fait maintenant les touchpoints, donc les points les points d'intention d'une IA quand elle va chercher sur le web à la place de l'utilisateur, c'est les sites d'avis, les forums de communauté, votre site internet, votre fiche produit et potentiellement demain un flux que vous allez lui fournir. Mais c'est pour dire que encore une fois, il y a ce travail d'information qui est à la milliseconde près fait sur un ensemble de sites pour ensuite rendre une information synthétisée la plus claire possible à l'utilisateur et une intention d'achat qui effectivement pour l'instant il n'y a pas de sponsorisé, ils ont été très clairs et l'achat redirige sur la plateforme du vendeur. Absolument. Qu'on choisit, ouais, effectivement, et il va vous sortir le meilleur produit et plus le prompt ou la requête va être précise, plus il va vraiment chercher le meilleur produit, voire même le meilleur distributeur. J'ai vu des exemples où les mecs disaient je veux un distributeur local, je veux pas que tu mettes du Amazon, du machin. Ok, il s'exécute et il fait le truc. C'était assez bluffant. Bon, là, le jour où ça passe dans le tourisme, et vous galérez un petit peu parce que ça va être un petit peu plus compliqué que du produit e-commerce. Il y a un peu une juste notion pour toi, le tag pour te montrer toute la partie best budget, toutes ces tags que vous voyez en dessous des produits là, ça vient pas du vendeur. Hein. C'est ChatGPT qui a déterminé lui-même que c'était le bon produit. Et comme il a une fonctionnalité de mémoire maintenant avancée, vous avez dû voir dans vos interfaces, il sait de plus en plus quelle gamme de produits vous achetez. Donc le range de prix de la gamme de produits, ce que j'appelle le nouveau cookie en fait. Le cookie web, c'est en fait maintenant la mémoire de ChatGPT ou de votre interface. Et donc ces tags-là que vous voyez ne sont pas des tags vendeurs, ce sont des tags générés par ChatGPT, puisqu'il a considéré que compte tenu de vos requêtes dans ChatGPT, de vos recherches, en fait vous êtes plutôt, alors je ne sais pas s'il faut bien le prendre ou mal le prendre, mais vous êtes dans la catégorie best budget. Voilà. Donc voilà, on l'a pour la mode, pour la beauté, pour la maison, pour l'électronique. Et Dixit leur communiquer. D'autres univers devraient suivre, 3 petits points. Donc on verra ce que ça donne. Mais c'est vrai que là, c'est une grosse nouvelle, ça quand même, effectivement. Et autre grosse actu aussi, on va essayer d'être clair aussi sur et court, concis peut-être du coup, mais on en a beaucoup parlé parce que ça nous interroge énormément. C'est l'entente en fait sur un format d'échange de données standard qui s'appelle le MCP et qui a été au départ inventé, le modèle contexte protocole, qui a une norme qui permet en fait aux IA d'aller communiquer avec des sources de données tiers et souvent des sources de données propriétaires. Donc là, je reste dans l'abstrait, mais concrètement, ça serait aller discuter avec le catalogue, c'est ouvert, de fiches produits, disponibilité, conditions de vente, etc. Pour pouvoir répondre de façon fiable sur la question qu'on a vue précédemment, c'était la donnée chaude des disponibilités. Aujourd'hui, si on croit là-dessus, demain, alors je prends l'exemple, mais voilà, si c'est ouvert, met à disposition sur un serveur MCP toutes les données, toutes les consignes qui font que du coup, je vais peut-être dérouler aussi ça, toutes les consignes qui font que du coup, une IA qui arrive, elle comprend ce qu'il faut faire, elle sait comment accéder à la donnée, et puis elle a la garantie que la donnée, elle est sécurisée, elle est fiable,
c'est pas un faux c'est ouvert, vous voyez, et c'est de la vraie disponibilité, c'est bien tenu aussi, etc. Donc il y a encore beaucoup de si, mais ça ouvre le champ à répondre directement et facilement aux questions de disponibilité. Là, je vous le fais juste sur la question des disponibilités et des prix. Mais en fait, tous les secteurs d'activité sont concernés exactement de la même manière. Ça marche sur de la base de données clients propriétaires, ça marche sur plein de trucs. Et ce qui est historique, en fait, c'est que des gros opérateurs qui se tirent la bourre pour être les premiers, en fait, se sont entendus pour dire bon, ouais, ok, il faut qu'on s'entende, sinon on va freiner le développement en fait du truc. Donc Google, OpenAI et Anthropic, c'est eux qui l'ont créé, donc c'est normal, ils sont d'accord avec eux-mêmes, se sont entendus effectivement pour travailler ensemble sur ce modèle d'échange de données, une forme de nouvelle norme d'API, on pourrait dire ça comme ça. J'ai quelqu'un qui faisait l'allégorie, alors vous avez peut-être entendu l'allégorie avec le port USB aussi sur ce sujet-là, je ne sais pas si vous l'avez entendu. J'aimais bien moi le côté, en fait, un serveur MCP, ça devient un driver en fait pour une imprimante. C'est-à-dire que j'ai un Mac, j'ai un Dell, j'ai un je sais pas quoi, et puis il y a plein d'autres imprimantes aussi différentes, Epson, etc. Il y a un moment pour que mon PC travaille avec l'imprimante Epson, il me faut un driver, quoi. C'est un petit pilote d'impression qu'on est obligé d'aller télécharger sur le site de l'éditeur qui est souvent moche, où on vous demande si on vous est en 64 bits ou pas, et puis vous le téléchargez, et là du coup l'imprimante, tout fonctionne. Voilà. Bah, c'est un peu ça en fait, le serveur MCP avec finalement toutes les données propriétaires auxquelles les IA pour l'instant n'ont pas accès. C'est pour ça que ça me semblait être un truc assez révolutionnaire potentiellement, parce que ça ouvre le champ, si on reste sur notre sujet de distribution et de faciliter le parcours d'achat, je peux accéder, là on l'a vu qu'on était en croix sur les disponibilités et les prix, sur Perplexity, sur ChatGPT, mes exemples n'ont pas marché là-dessus. Ils donnaient la bonne sélection des campings, encore que, et j'avais pas les disponibilités. Pour les dispos, ils me disaient débrouille-toi. Là, j'accéderais potentiellement aux inventaires de C'est ouvert ou d'autres directement dedans. Enfin, l'IA y accédera et pourra me répondre plutôt. Personnalisation accrue aussi de la réponse, c'est-à-dire que là, il répond vraiment à la question de oui, je t'ai sélectionné que ceux qui avaient encore des dispos du temps au temps. C'était ça mon prompt de départ en fait quand même. Donc là, il va pouvoir y répondre, donc il va être encore plus personnalisé. Et puis l'interopérabilité entre les éditeurs, je rentre pas trop dans le détail, mais un serveur MCP, il peut dire à une IA comment il faut bien utiliser une API. Donc en fait, pour faire communiquer des systèmes entre eux, pour ceux qui ont déjà fait des expériences de deux éditeurs qui doivent développer leur API ensemble, c'est long. Vous voyez, là, ça risque d'aller un poil plus vite quand même. Voilà. Et donc, les processus de vente pourraient être complètement intégrés dans les moteurs de réponse. On a déjà un premier cas avec Perplexity, comme on a vu. Il pourrait même être automatisé, c'est-à-dire que demain, avec la notion des agents, on va lancer un agent pour préparer son voyage. Et puis, quand il est prêt, quand il a fini ses requêtes, il nous envoie une notif et il nous dit est-ce que je fais le check-out? T'es OK avec ça? OK, voilà. Bon, je sais pas. Donc là, on fait des suppositions. Peut-être il y a des éléments à apporter, ou sinon, je vais plutôt essayer d'être dans le jeu de questions-réponses avec vous. Là, la question que nous, on va se poser, on s'est posé, on a commencé à mettre un certain nombre d'hypothèses sur la table. C'est à quel scénario on doit se préparer. Moi, j'avais envie, peut-être avant juste de poser des questions à la salle, de vous demander, elle est très large la question, donc à quel scénario on doit se préparer, mais l'hypothèse la plus probable pour vous, ça serait laquelle? Est-ce que demain, voilà, on parle c'est des moteurs de réponse qui gèrent finalement tout le référencement, et l'enjeu c'est d'être bien référencé chez eux, et la réservation, on capte du trafic et on capte la réservation, ou avec ce qu'on vient de voir sur les MCP, finalement, bah j'ai peut-être même plus à me soucier de mon référencement sur le GIO, puisque de toute façon, à partir du moment où des gros opérateurs vont mettre sur la table un serveur MCP comme Airbnb, comme Booking, dès lors que je suis dedans, et la vente, elle tombera. Voilà. Bon, c'est un peu les grands écarts, hein, mes éléments. Mais c'est peut-être un peu les deux d'ailleurs, je sais pas. Est-ce que vous voulez réagir à ça, ou est-ce que c'est trop hypothétique Ah non, mais je peux réagir tout en disant d'abord que j'en sais rien, Oui. comme pas plus que vous. Mm. Moi, je pense qu'ils seront intéressés à être rémunérés à la performance. C'est le sens des mécaniques de plateforme, c'est le sens, on va dire, du business et de l'histoire récente. Donc, je vois pas pourquoi eux réfléchiraient ou arriveraient à une conclusion différente, puisque c'est quand même un système un peu capitaliste à la base. Donc, à la performance, pour moi, ça me paraît une évidence. La clé, par contre, c'est comment vont évoluer les consommateurs. C'est-à-dire, est-ce que les consommateurs vont considérer que
quelque part sur leur téléphone, il y a un outil omniscient qui sait à peu près tout faire, qui vous réveille le matin parce il a accès à votre agenda, qui sait que vous aimez les 4 étoiles ou les 3 étoiles ou etc. Et, et en fait, l'UX a été tellement poussé dans un absolu de simplicité pour le consommateur que tout va se passer là, c'est-à-dire au même endroit. Ils vont aussi demander où sont les restaurants, le réserver, commander, enfin l'intégralité des usages pour aller même jusqu'au bout de ce raisonnement qui est un peu, enfin qui fout un peu la trouille et qui est certainement pas vrai, ça sera pas ça. Mais le sens de l'histoire, c'est que notamment à cause d'Internet, à cause de la mondialisation, il y a de moins en moins de marques. Avant, le menuisier du quartier, c'était une marque. Aujourd'hui, les menuisiers en France, on n'en connaît pas déjà. Peut-être aussi des gens qui fabriquent des fenêtres, on en connaît quelques-uns. Donc en fait, on va vers une réduction du nombre de marques, notamment parce que la valeur ajoutée des marques devient de plus en plus comptable. Donc le luxe, ce sont des marques à forte valeur ajoutée. Le milieu de gamme, moyennement. Donc la valeur ajoutée aujourd'hui d'un Booking, d'un TripAdvisor, d'une marque de camping, elle devient limitée. C'est le prix, c'est un usage. Or, cet usage et ce prix, il peut remonter un cran plus haut aussi. Donc en fait, c'est pour ça que je défends. Je crois au fait qu'ils auront une position relativement, potentiellement hégémonique si on leur dit pas, on vous démembre, on vous coupe en 18 fonctions et qu'on vous empêche de faire ça parce que c'est la ruine de la concurrence. Voilà. Et l'autre élément, c'est si ils sont à la performance, avec qui ils signeront. Ils signeront avec. On est d'accord, hein, tu précises, c'est bien, C'est un Perplexity, c'est un ChatGPT, c'est probablement un Google. un Google. Ouais. Et est-ce qu'ils signeront avec vous en direct? A priori, les leaders, ils travaillent avec tout le monde puisqu'ils sont visibles. Donc, vous signez avec les leaders, vous avez envie de signer avec les leaders. Les challengers, vous les connaissez pas, donc vous signez pas avec eux. Et du coup, ils travaillent avec des partenaires. Voilà. Non, très rapidement, avant les questions. Moi, j'essaie d'avoir un scénario plus optimiste, enfin, au plus optimiste. En fait, ce que je dis, c'est même pas pessimiste. D'ailleurs, moi, j'adore, je suis très content. C'est vraiment, on est focalisé sur la partie transactionnelle. Moi, ce que je vois, c'est que sur la partie informationnelle, ça remet au goût du jour des sites éditeurs, des sites de contenu, parce qu'on vient encore une fois qualifier de la sémantique. On n'est plus sur du mot-clé où je dois absolument respecter l'algorithme Google, mettre quelques mots-clés et donc rédiger mes articles qui sont un peu insipides généralement, hein, très franchement. Donc effectivement, venant un peu univers Michelin, moi je suis assez content parce que je pense, enfin, quand on fait des campagnes nous de géo, qu'on monitore comment votre marque apparaît, en réalité, ce qu'on remarque dans les sites qui sont utilisés pour construire la réponse, les sites sources qu'on appelle les sites citation, ce qui serait aujourd'hui dans le SEO le backlink, quoi, c'est que des sites de contenu de niche. Ce ne sont pas des gros sites qui sont premiers sur Google parce qu'ils ont du paid. Et là, moi, ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui, dans les moteurs de réponse type ChatGPT, il n'y a pas de payant. Donc en fait, Booking.com aujourd'hui ne peut pas dépenser avec Expedia 100 milliards d'euros pour faire du paid et être premier sur vos liens et sur vos requêtes. Donc je pense qu'il y a un an et demi de formidables opportunités de continuer à rédiger du contenu orienté sémantique, globalement des histoires, à faire des vidéos, à les transposer, faire les transcripts. Enfin, il y a énormément de choses à faire autour du contenu. Et ça, moi, j'en suis convaincu parce qu'aujourd'hui, quand on pose une question, c'est ce contenu que les moteurs de réponse vont chercher. Et effectivement, comme dit Manuel, je raccroche le wagon. C'est pas un sujet de tech, c'est un sujet d'interface. C'est aujourd'hui, les utilisateurs basculent vers ces interfaces. Elles sont assez logiques parce qu'on n'a pas envie d'aller chercher sur Internet. On veut une réponse. Ça, c'est vraiment la tension économique qu'on a déjà sur les réseaux sociaux, pardon. Et globalement, quand ces robots vont chercher votre contenu, ils cherchent de la sémantique, ils cherchent des histoires. Et c'est ça qu'il faut. C'est là-dessus qu'il faut focaliser vos efforts, je pense, sur les mois à venir, parce que la recherche web, elle va pas disparaître via ces moteurs de réponse. Par contre, aujourd'hui, Booking sera obligé, comme vous, de devoir faire un blog avec de la sémantique, raconter des histoires. Et il a beaucoup moins de puissance en local que vous l'avez, donc les marques l'ont. Et donc ça, je pense que c'est en votre faveur. Booking, lui, c'est du transactionnel. Donc évidemment, quand on passera dans les requêtes transactionnelles, là, je raccroche ton wagon. Les schémas vont être plus compliqués. Mais en tout cas, en attendant, dans toute la partie découverte du voyageur, il y a énormément de choses à faire pour être découvert devant les plateformes qui jusqu'ici avaient l'hégémonie et c'était très compliqué de passer dedans, quoi. Voilà. Donc il y a une opportunité en GIO en fait et de travailler aussi vraiment du contenu précis
pour valoriser sa marque, peut-être travailler encore plus du contenu de marque qu'avant. Arrêter de faire des guides où on se mettait en retrait, parce que ça c'était une mode à un moment aussi, surtout dans le e-commerce, parce qu'il fallait répondre à la question de l'utilisateur et de toute façon on était derrière, c'est nous qui allions prendre. Là on a plutôt le réflexe de dire il faut aussi associer sa marque à chaque fois. Ça va être valable même pour un camping, pour un hôtel. Il va falloir qu'il crée beaucoup de contenu et mécaniquement ça sera ramené à sa marque de toute façon et il aura plus de chances de remonter. Donc ça c'est la partie GIO. La partie après transactionnelle, ce qu'on vient de voir sur le MCP, on ne sait pas trop comment encore ça va évoluer, mais on verra peut-être qu'on se reposera sur des acteurs technologiques comme Manuel, comme C'est Ouvert, parce que si C'est Ouvert propose à MCP, à ChatGPT, et qu'on accède aux disponibilités et au prix des campings en direct, c'est mieux que ce soit par lui que par campings.com ou par Booking, pour l'intérêt du camping. Sauf si tu décides de prendre des marges incommensurables, mais ce ne sera pas le cas, j'espère. Mais en tout cas, voilà, ça sera filtré en direct. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Oui, je m'en doutais. Oui, bah allez-y, j'écoute, je suis pas... Alors, Bonjour Enzo, office de tourisme de l'Île-sur-la-Sorgue. Justement, je voulais savoir si vous pensez que Google n'a pas commencé à préparer cette nouvelle méthode de référencement, notamment par rapport à la Core Update qui a eu lieu en mars, où vraiment on est sur du contenu unique, expérientiel, beaucoup plus qu'avant. Maintenant, je sais que l'algorithme a bien été modifié là-dessus. Oui, complètement. Alors, forcément, qui prépare le pivot. Maintenant, il faut comprendre que Google, pourquoi on parle de Gemini et Google en étant moins pertinent qu'un ChatGPT et Co. Parce qu'en fait, Google est coincé aujourd'hui. Google, son business, c'est les sites de contenu, c'est l'AdSense. Et donc, de l'autre côté, c'est les annonceurs. Et nécessairement, il a besoin que vous atterrissiez sur les sites de contenu pour générer du revenu. Et donc, quand on fait un moteur de réponse, il y a quand même maintenant une envolée du zero-click search. Donc, les gens vont plus cliquer. Donc, en fait, ils sont bloqués dans ces systèmes-là. Donc, Google AI Overview aux États-Unis essaye beaucoup de modèles avec iMode aussi, où en fait, dans chaque lien, ils vous mettent un lien. L'objectif étant de cliquer. Mais pour répondre à la question de manière très concrète, oui, on évolue vers un système sémantique parce que c'est comme ça que les modèles LLM ont été construits. Ils analysent l'intention de votre question, c'est pas du keywords. Donc en fait, tant que vous continuerez, encore une fois, c'est une stratégie qui est complémentaire. J'insiste aussi là-dessus parce que tu peux pas dire aujourd'hui, j'arrête le SEO. J'ai une marque e-commerce qui se lance aujourd'hui qui a dit, moi je vais faire que du contenu pour les moteurs de réponse parce que sa cible c'est du Gen Z 25-30 et très bien, mais la réalité, c'est que oui, c'est encore 95% de SEO parce que Google vous référence. Mais Google fait un pivot qui est un peu lent et ils testent des choses. Et donc, c'est un environnement qui est très incertain, qui les défavorise parce qu'un ChatGPT, c'est un environnement qui est très certain et avec une marque qui est très forte auprès des utilisateurs, notamment jeunes utilisateurs. Je crois que c'est Sam Altman, donc le patron d'OpenAI, qui a dit quelque chose il y a 2 jours qui est très clair. C'est les 35 plus utilisent le ChatGPT pour rechercher, donc remplace Google. Les 25-30 utilisent ChatGPT réellement pour du quotidien, là où en dessous de 20, ça sera des systèmes opérationnels, donc des assistants du quotidien. Et donc c'est ça qu'il faut voir en évolution. Google est coincé sur son modèle économique et donc a du mal à bouger. C'est super loin. Bonjour, c'est juste pour savoir s'il y avait un outil de mesure aujourd'hui du nombre de fois où notre site a été sourcé en fait dans les IA. Le nombre de fois où la question où notre site est dans les sources en fait. On remonte dans les sources. C'est ce qu'on fait à nous, oui, exactement. En fait, on est capable de voir, en gros, si votre marque a été citée dans la réponse, peu importe le modèle. Si on est capable de voir si votre site a été utilisé pour construire la réponse, mais votre marque n'est pas citée, ce qui est souvent le cas quand vous avez fait du SEO. Nous, ce qu'on remarque avec les sites e-commerce ou marques services, c'est qu'en fait, souvent, quand vous avez travaillé votre SEO depuis des années, vous apparaissez dans les sites de source, donc le contenu est utilisé. Vous êtes dans la colonne source. Par contre, vous n'êtes pas cité dans la réponse de l'utilisateur parce que votre contenu par défaut keyword, c'est un contenu de mots-clés, c'est pas un contenu de marque. Donc en fait, il vous dit oui, bien sûr, pour répondre à cette question-là, j'ai utilisé tel site, et vous n'êtes pas cité dans la réponse parce qu'en fait, il n'associe pas votre marque en sémantique avec le mot-clé. Voilà. Donc oui, pour répondre à votre question, c'est complètement traçable et traquable aujourd'hui, absolument. Et demain, avec l'arrivée de Search AI sur Google,
dans la Search Console, on va pas avoir peut-être ces données-là qui vont monter toutes seules? Si, il y a plein d'hypothèses là-dessus, mais comme Google Analytics, ils auraient pu voler, ils l'ont pas fait pour l'instant. Ça prendra peut-être du temps, mais en fait, ils ont tellement de sujets. Certainement. De quelle manière, comment ça va s'incrémenter, je sais pas trop. La réalité, c'est que ChatGPT reste leader quand même en termes d'outils. Et de plus ils avancent et plus ils deviennent omniprésents. Et c'est une question de marque aujourd'hui. C'est une question du premier à capter l'attention de l'utilisateur et l'interface. Donc quoi qu'il en soit, il faudra compter avec. Il n'y aura pas autant d'acteurs qu'aujourd'hui, mais il faudra compter avec 1 ou 2 acteurs. Google évoluera, mais je vous dis, c'est assez lent et les résultats, même encore là récents, sont pas très bons. Et ils sont assez coincés, mais certainement que ça évoluera dans ce sens-là. Ouais, je pense. Une petite dernière question. Du coup, moi, peut-être qu'on y a déjà répondu, mais en tout cas, la réponse n'a pas été claire pour moi. Est-ce qu'à aujourd'hui, comment on gère le SEO et le GIO sur nos sites actuels? Je ne sais pas si ça a été déjà dit ou pas, mais j'ai pas compris. Non, c'est peut-être pas le G, mais en fait, on y vient demain sur la conférence demain après-midi. Donc, c'est 2 stratégies qui sont complémentaires. Donc, le SEO, c'est beaucoup sur des keywords. Le GEO, c'est encore une fois de la sémantique, donc c'est de l'intention de phrase. Donc, moi, ce que j'appelle raconter des histoires. Je mettrais une petite nuance quand même, parce que depuis tout à l'heure, il y a quand même l'intention du visiteur, l'intention de requête. L'intention, ouais. Non, mais Google, là, depuis quand même des années, il a évolué quand même sur oui. cet élément-là. Oui, Donc, je pense qu'il y a quand même beaucoup de points communs malgré tout. Et plus que ça semble être transparaître en fait un tout petit peu quand même. Donc de toute façon, proportionnellement parlant, on est plus à travailler quand même votre SEO aujourd'hui que le GIO. Je trouve qu'il faut se préparer. Il y a des choses qui sont vraiment par contre où on est sûr que c'est diamétralement opposé. C'est que par exemple le Graal de la popularité en SEO, c'est les backlinks, c'est les liens qui vont pointer vers vos pages. En GIO, ça n'a pas d'impact. Non, ça n'a pas d'impact. Voilà. C'est les mentions qui vont être intéressantes, et donc le contenu de marque et tout ce que tu as évoqué en fait. Du coup. Dans la mesure où ils vont être moteurs de recommandation, donc ils ont donc cette obligation d'être crédibles, la qualité de l'information que vous leur donnez, et ils vont être extrêmement vigilants sur cette qualité. Donc celui qui dit qu'il est à 200 mètres de la mer alors qu'il est à 3 km, il a beaucoup de choses à perdre. Donc il y a cette notion, il y a une notion de contenu, raconter une histoire, si possible belle, et certainement vrai quand même. Et bon, il y a un atelier dédié aussi demain à ça. Je ne peux pas répondre en 2 minutes à la question, non, mais oui, il y a tout un. On sait aujourd'hui comment travailler son contenu pour influencer les IA et faire en sorte que votre marque soit mieux positionnée par rapport à vos concurrents. On sait le faire, mais c'est nécessairement parallèle à votre stratégie d'SEO. Et après, il y a un tout petit tips facile, c'est de faire des requêtes qui pourraient être faites par vos clients pour vous trouver vous, sans forcément taper votre nom évidemment, mais les types, ce qu'on a vu, camping, etc. Et regardez les sites qui remontent, et parmi ces sites, sur lesquels vous pourriez être présent et vous n'êtes pas présent. Et voir comment vous pourriez être présent dedans. Et effectivement, après, en racontant des histoires, etc. Voilà. Et vous pouvez même leur apprendre à venir chez vous, parce que vous lui posez une question en disant est-ce que tu me conseilles un 4 étoiles? Et si vous n'êtes pas dans la liste, vous pouvez lui dire mais j'ai entendu parler de celui-là, et est-ce que c'est aussi bien que celui que vous m'avez proposé? Et il répondra oui, mais il sera venu chez vous et du coup, il vous connaîtra. Moi, je produis régulièrement du contenu en utilisant de l'IA, qui doit sûrement lire des sites avec du contenu produit par de l'IA. Est-ce qu'au bout d'un moment, on ne crée pas une boucle infernale? Est-ce que déjà, l'IA se rend compte qu'elle se lie elle-même, en fait, finalement? Est-ce qu'on ne touche pas déjà des limites, un peu comme un virus qui s'épuise? Moi, je ne sais pas, mais on dirait que ça a l'air vrai, en tout cas. Mais la question est très cool. Non, mais la question, elle fait déjà le tour. En fait, au même titre que les boîtes tech, quasiment 60% du code est déjà produit par des IA. En fait, le sujet, c'est que ce qu'il faut comprendre, il y a 2 choses. Il y a la donnée que l'IA va chercher, qui est la donnée publique, et il y a ce qu'on appelle de la donnée synthétique. C'est-à-dire que l'IA est maintenant, on arrive à un tel niveau d'avancée des GPU, donc des cartes, c'est que l'IA est capable de produire et d'apprendre d'elle-même. Donc en fait, on a dépassé déjà ce stade de c'est réduit à l'IA, et en fait, si j'ai pas accès à plus d'informations, c'est un des cofondateurs d'OpenAI qui a quitté le navire et qui lui a monté cette boîte-là. Et évidemment, la donnée, d'où l'accès à la donnée privée. Ça, c'est tout un pan aujourd'hui non entraîné
sur lesquels les modèles ne sont pas entraînés. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on arrive à une bascule où l'IA est capable de générer son propre contenu et d'apprendre de son propre contenu, ce qu'on appelle, sans rentrer dans le technique, la donnée synthétique. Et donc, ça sera plus un sujet. Aujourd'hui, Google, dans l'algorithme, vous dit non, si c'est généré par IA, on n'aime pas trop. La réalité terrain, c'est que ça devient de plus en plus indétectable. Si c'est bon, et peu importe comment c'est généré. Exactement. Ouais. Merci beaucoup. On vous libère. Merci à vous pour l'intervention.